Question 1. Lors d'un freinage d'urgence, l'affût amplifie le freinage au maximum? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'affût est obligatoirement associé à l'ABS? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'affût, qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'affût? A pour aide, F comme freinage et U comme urgence. Donc c'est l'aide au freinage d'urgence. Donc cette aide, elle détecte en fait la vitesse d'enfoncement de votre pédale de frein. D'accord? Et si vous appuyez fortement aussi, donc il y a deux facteurs, la vitesse d'enfoncement de votre pédale de frein et la force de freinage. Et en fonction de ça, elle détecte si c'est un freinage d'urgence ou pas. Et donc en fonction de ces deux facteurs-là, le freinage va être optimum. C'est-à-dire que même si vous ne freinez pas assez, lui va se mettre à freiner au maximum. Alors évidemment, ça va être complété obligatoirement avec l'ABS, qui lui, l'ABS, c'est l'anti-blocage des roues, d'accord? Ça permet de ne pas bloquer les roues et d'avoir toujours une maîtrise de la trajectoire de votre véhicule. Donc c'est forcément complété avec, parce que si ça freine au maximum, ça va bloquer vos roues. Donc en parallèle, il y a l'ABS qui va empêcher de bloquer les roues, d'accord? Donc là, en plus, l'intérêt, c'est qu'avec l'affût, il y a aussi le déclenchement des feux de détresse qui s'allument. D'accord? Par contre, il faut savoir que l'affût ne freine pas automatiquement à la place du conducteur, hein. C'est à partir du moment où vous vous mettez à freiner vite et fort que ça va se déclencher. Et dès que vous allez lâcher la pédale de frein, l'affût va s'arrêter aussi. Voilà, donc là, c'était réponse A et C. Question 2. L'étiquette énergie informe de la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du taux de rejet en CO2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors l'intérêt de l'étiquette énergie, ça vous permet de comparer les différents véhicules en fait, au moment où vous allez choisir votre véhicule. Alors qu'est-ce qu'on voit sur l'étiquette énergie? Eh bien dans un premier temps, on va voir l'identification du véhicule, d'accord, avec la marque, le modèle et la version. Il y aura aussi le carburant du véhicule utilisé sur ce véhicule-là. D'accord? Ensuite, nous verrons la consommation du véhicule. Donc c'est par litre pour 100 km, d'accord? Il y aura ensuite donc l'émission en CO2 qui est toujours exprimée en grammes par kilomètre et la classification énergétique, donc savoir si vous situez de A entre A et G, sachant qu'il y a 7 niveaux, A, B, C, D, E, F, G, d'accord? Et donc évidemment, plus on va au rouge, plus ça pollue. Donc la question était, l'étiquette énergie informe de la consommation de carburant? Oui, ici. Et du taux de rejet en CO2, oui, ici, ça sera en grammes par kilomètre. Donc là, c'était réponse A et C. Question 3. J'ai le droit de circuler en feu de position uniquement, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. Alors on va procéder ici par élimination. Tout d'abord, quand est-ce qu'on a le droit au feu de position? Alors les feux de position, on a le droit uniquement en agglomération éclairée. Éclairée, ça veut dire qu'il y a des lampadaires comme ici qui sont allumés. Mais est-ce qu'on est en agglomération? On va observer. Là, vous voyez qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, avec une sortie d'annoncé. On voit aussi la borne d'appel téléphonique, donc, et on voit aucune maison, hein, en confirmation. Donc, on n'est pas en agglomération. Donc, je ne peux pas mettre mes feux de position.
Même s'il y a un éclairage, il faut agglo-éclairer. Ensuite, les feux de croisement, nous allons voir, c'est quand on ne peut pas mettre les feux de position et les feux de route. Alors les feux de route, quand est-ce qu'on peut les mettre? Eh bien les feux de route, je n'ai le droit de les mettre que s'il n'y a pas d'éclairage, qu'on soit en ville ou pas en ville, en agglo ou hors agglo. Votre seul critère pour les feux de route, évidemment qu'il n'y ait personne en face, d'accord? Mais là, on est en sens unique et il n'y a personne en face. Donc, le seul critère, c'est qu'il n'y ait pas d'éclairage du tout. Donc là, il y a un éclairage, donc je ne peux pas mettre mes feux de route, ce qui veut dire qu'il me reste les feux de croisement. Donc, quand je ne peux pas mettre mes feux de route, je dois passer en feu de croisement. Donc là, c'était réponse B. Question 4. À quantité égale d'alcool bu, la sensation d'ivresse est plus rapide. Chez un consommateur occasionnel, réponse A. Chez un consommateur régulier, réponse B. Alors, l'alcool perturbe la conduite et ça augmente le risque d'accident, et ça, même chez les conducteurs qui ne manifestent aucun signe, d'accord? Ça, il faut le savoir. Un conducteur occasionnel, par contre, lui, ressentira très vite des sensations d'ébriété, tandis qu'un conducteur régulier, lui, devra augmenter un peu ses doses pour ressentir les mêmes effets. Mais cela n'empêche pas que ces deux conducteurs soient quand même dans l'illégalité des 0,3 g par litre de sang, d'accord? Parce que le champ visuel, lui, des 0,3 g par litre de sang, lui, va déjà être diminué, même s'il ne le ressent pas. Mais par contre, les effets agissent quand même plus rapidement chez un consommateur occasionnel. Donc là, c'était réponse A. Question 5. J'envisage de dépasser la voiture. Je me rapproche, oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'éloigne, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'envisage de dépasser la voiture. Est-ce que je me rapproche? Si je me rapproche, déjà dans un premier temps, je n'aurai plus mes distances de sécurité entre elle et moi, d'accord? Et en plus de ça, plus je vais me rapprocher, moins j'aurai de visibilité sur ce qui se passe sur les côtés et sur l'avant, d'accord? Donc ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Et ce qui fait que je risque peut-être d'être surpris d'ailleurs si un véhicule arrive sur les côtés, sur l'intersection sur les côtés, je ne le verrai pas, ou s'il y a un autre véhicule qui arrive en face, ou qui dépasse le véhicule d'en face aussi, qui arrive en face, eh ben je ne le verrai pas non plus. Donc ça, je ne m'approche pas. Donc si je m'éloigne, par contre, j'aurai une meilleure visibilité vers l'avant, et en plus de ça, ça me permettra de prendre de l'élan pour pouvoir ensuite, au moment venu, j'accélérerai un petit peu et ça me permettra de prendre de l'élan pour pouvoir effectuer mon dépassement. D'accord? Donc là, est-ce que je me rapproche? Non, réponse B. Est-ce que je m'éloigne? Oui, réponse C. Question 6. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce qui est important à retenir et pas trop se fixer sur la photo là, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une zone de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est une zone de rencontre? C'est n'importe qui peut circuler dans cette zone de rencontre, sauf si on a un panneau à l'entrée de la zone de rencontre qui nous dit interdit. Mais vous pouvez avoir des camionnettes, des bus, des motos, des vélos, des piétons comme ici, et nous aussi en voiture. D'accord? Alors, là on peut voir qu'il y a des piétons. Ils ne sont pas obligés d'utiliser le trottoir, comme celui-ci, il peut aller sur la route. On peut avoir des cyclistes aussi qui viennent en contresens de circulation, on voit d'ailleurs un petit marquage ici,
D'accord? Donc là, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Et à cause de toutes ces raisons, parce qu'on peut avoir rencontré du monde et un petit peu dans tous les sens, hein, avec les vélos qui peuvent arriver dans l'autre sens, les piétons qui ne sont pas obligés d'utiliser les trottoirs, à cause de tout ça, et la vitesse est limitée à 20 km/h. Donc réponse A et C. Question 7. Ayant commis un refus d'obtempérer, le fait d'avoir consommé des psychotropes risque d'aggraver les sanctions prononcées par un juge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le refus de s'arrêter, suite à une sommation, c'est-à-dire un ordre, hein, des forces de l'ordre, ça constitue un délit. Et il s'agit d'un refus d'obtempérer, à ne pas confondre avec un délit de fuite. Le délit de fuite, c'est quand vous avez causé un accident, que ce soit corporel ou matériel, et que vous prenez la fuite. D'accord? Là, c'est un refus d'obtempérer parce que vous ne réagissez pas donc à l'ordre des forces de l'ordre. Donc le conducteur risque dans ce cas-là une perte de 6 points et une amende de 7 500 €. Et puis jusqu'à 1 an d'emprisonnement aussi. D'accord? De plus, le fait d'avoir consommé des psychotropes, comme l'alcool, le cannabis par exemple, ça va être une circonstance aggravante. Et les sanctions sont alors alourdies. Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et l'annulation du permis de conduire pour une durée de 5 ans aussi. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 8. Une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire hors agglomération un panneau de limitation de vitesse à 50 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B, 150 mètres, réponse C, 200 mètres, réponse D. Alors la taille des panneaux, hein, et puis la hauteur des caractères. Donc la taille du panneau et puis la hauteur du caractère qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Ça évolue en fonction de votre vitesse. Donc par exemple sur l'autoroute, les panneaux de limitation de vitesse seront bien plus gros pour que vous puissiez les voir de plus loin. D'accord? Alors une acuité visuelle de 10 dixièmes, ça permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à environ 50 mètres. C'est pour vous donner une idée. Et un panneau de limitation de vitesse, comme ici, d'accord, c'est à environ 150 mètres. Donc là, c'est à partir de 150 mètres, je peux lire le panneau, ce qui veut dire que au-dessus de 150 mètres, je n'y arriverai pas, donc la réponse D, on l'oublie, mais je peux répondre aux autres questions. C'est-à-dire que là, 150 mètres, je peux lire le panneau, et en dessous de 150 mètres aussi. Donc 100 mètres, je peux encore mieux lire le panneau, et 50 mètres, alors là, c'est à la perfection. Donc réponse A, B et C. Question 9. Mon meilleur ami est en retard. Il me demande de passer. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on constate que là, le feu est clignotant. Donc la barrière est encore en hauteur, d'accord, mais dans quelques secondes, elle va commencer à descendre. À partir du moment où j'ai un feu rouge, qu'il soit fixe ou clignotant d'ailleurs, je dois absolument m'arrêter. D'accord? Je n'accélère pas pour passer. Même si je suis en retard ou que mon passager, comme c'est le cas, me demande de passer. Je ne l'écoute pas et je m'arrête. Il faut savoir quand même qu'au niveau des passages à niveau, on a fait état de 150 collisions par an, à peu près, d'accord? Et ça cause quand même le décès de 30 personnes. C'est quand même pas négligeable. D'accord? Et c'est surtout la cause principale, c'était des gens qui avaient peur d'être en retard et qui passent le passage à niveau pensant avoir le temps. Donc là, c'était je m'arrête, oui, réponse A.
Question 10. Cette installation présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'airbag qu'on peut trouver donc ici, hein, au moment d'un choc, donc quand le pare-choc va s'enfoncer, ça va détecter un choc, et donc l'airbag va se déclencher. Et il va se déclencher très 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 vite. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est à 30 millièmes de seconde environ qui se déclenche. Donc il est ouvert au bout de 30 millièmes de seconde. L'intérêt, c'est qu'il soit complètement déployé, complètement gonflé, avant que votre tête, n'arrive dessus. D'accord? De manière à ce qu'il n'éclate pas sur votre visage. Ce qui serait très dangereux vu la vitesse d'ouverture. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez vos jambes ici, vos jambes vont être propulsées à la vitesse d'une explosion, hein, parce qu'en fait, c'est une explosion qui déclenche l'airbag. Donc là, vos jambes, elles vont être propulsées vers votre tête. Et dans ce cas-là, vous pouvez carrément vous défigurer le visage, ça arrive de temps en temps, hein, ou alors vous casser les jambes. Donc là, ne faites surtout pas ça quand vous avez un airbag. Donc là, cette installation présente un risque? Oui, réponse A. Question 11. L'ordinateur de bord permet de vérifier que j'ai une conduite économique? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'ordinateur de bord vous indique plein de choses. Donc le nombre de kilomètres parcourus, ça c'est le minimum. Les entretiens effectués aussi. Il va vous dire vidange à prévoir par exemple. Il va vous indiquer aussi si vous avez aussi un pneu sous-gonflé. Il va vous indiquer votre consommation moyenne, mais aussi votre consommation instantanée. D'accord? Et ça, ces deux dernières choses, la consommation moyenne et surtout la consommation instantanée, ça va vous aider à prendre conscience de la bonne utilisation de vos rapports de vitesse de manière à être le plus économe possible. D'accord? Donc là, c'était oui, réponse A. Question 12. J'augmente ma distance de sécurité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, nous sommes sur l'autoroute. Donc on le voit bien avec le marquage, mais surtout avec ce panneau-là aussi. Donc normalement, je suis censée circuler à 130 km/h. Donc 2 bandes d'arrêt d'urgence d'intervalle pour avoir mes distances de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est pas parce que le poids lourd, vous savez, en règle générale, ils mettent énormément de temps pour pouvoir dépasser l'autre parce qu'ils ont une très faible différence de vitesse l'un et l'autre, d'accord? Souvent, l'autre roule que quelques kilomètres/heure de plus que le véhicule qu'il est en train de dépasser. Donc ça va mettre du temps. Et c'est pas parce qu'il met énormément de temps que je ne dois pas respecter mes distances de sécurité. D'accord? Bien au contraire. En plus, j'ai aucune visibilité vers l'avant, ce qui est très dangereux. Donc là, j'augmente ma distance de sécurité. Oui. Réponse A. Question 13. L'agent d'entretien est en train de reculer. Je ralentis. Réponse A. Je me serre à droite. Réponse B. Je ralentis et me serre à droite. Réponse C. Donc, on a un rétrécissement de chaussée parce qu'il y a des véhicules qui sont en stationnement sur le côté. D'accord? Donc, je vais m'écarter pour emprunter un petit peu à cheval la voie d'en face. Parce que si on imagine, là ça c'est l'axe médian. Donc, je vais être obligé de m'écarter un petit peu
pour me rabattre. Pourquoi je vais m'écarter? Parce qu'il y a un risque de portière aussi qui va s'ouvrir là. Je ne vois pas s'il y a des conducteurs dans la voiture qui veulent ouvrir leur voiture. D'accord? Donc je vais passer avec un espace minimum, un intervalle minimum ici. Mais quand je vais m'écarter, il y a un agent d'entretien qui est bien occupé à son travail, il a un pied déjà un petit peu sur la route, on n'est pas à l'abri qu'il recule un petit peu plus, donc c'est très dangereux. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà dans cette situation, je vais ralentir parce que c'est un danger immédiat. Alors est-ce que je me serre à droite? Il y a aussi le danger qu'il y ait une portière qui s'ouvre aussi ici. Alors ça devient compliqué. Donc qu'est-ce que je fais là? Je peux ni trop me serrer à droite, ni trop m'écarter. Donc je vais évidemment m'écarter un petit peu, mais je vais surtout ralentir énormément pour pouvoir intervenir rapidement si une portière s'ouvre ou si cet agent d'entretien est en train de reculer. Donc là, c'était uniquement la A, je ralentis. Question 14. Je ralentis et je m'écarte, réponse A, ou je m'écarte uniquement, réponse B. Donc on observe le marquage au sol, là, nous autorise à nous écarter franchement si on a un obstacle sur la chaussée. C'est pas une bande blanche où on doit juste franchir. Là, on peut s'écarter complètement. Le problème, c'est que on arrive sur un virage, vous voyez ici, et il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas si un véhicule va arriver en face. En plus de ça, il y a un risque important que cette personne-là, vous avez vu, il y a de la neige, c'est un petit peu verglacé, on le voit ici, il pourrait très bien glisser et tomber et se retrouver un petit peu au milieu de la chaussée. Donc le fait de m'écarter ne suffit pas parce que je dois pouvoir être capable de freiner pour si il chute, il glisse ou si quelqu'un arrive en face. Donc là, dans ce cas-là, je ralentis, d'accord, et je m'écarte, mais surtout je ralentis bien pour pouvoir être capable de m'arrêter à temps si lui tombe ou si un véhicule arrive en face. Donc là, c'était réponse A. Question 15. L'application stricte de la priorité à droite permet de franchir facilement cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut constater qu'on est bien sur une priorité à droite, enfin un carrefour géré par un système de priorité à droite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de marquage au sol. Là on ne voit pas de stop, pas de céder le passage. Ici non plus, il n'y a pas de stop, pas de céder le passage. Et donc en face forcément non plus. Donc c'est un système de priorité à droite. Moi, qu'est-ce que je fais? J'avance, j'ai un véhicule sur ma droite, donc je dois le laisser passer. Mais lui, il va tourner vers la gauche. Vous voyez, il a son clignotant, donc il va vouloir avancer jusqu'au milieu de l'intersection et ensuite tourner vers la gauche. Ce qui veut dire qu'il a quelqu'un sur sa droite, donc il doit la priorité à droite. D'accord? Ensuite, le véhicule qui est en face, lui, il veut tourner à sa gauche aussi, c'est-à-dire qu'il va avancer jusqu'au milieu de l'intersection, il va traverser ma voie pour ensuite tourner ici. Donc quand il va tourner, je serai sur sa droite, il devra me laisser passer. Donc en résumé, moi je dois laisser passer le motard doit laisser passer la voiture grise et la voiture grise doit me laisser passer. Donc tout le monde se doit la priorité à droite. Alors comment allons-nous faire dans ces cas-là? Eh bien on va appliquer dans ce cas-là la règle de courtoisie. Et donc on va régler ça par geste, on va se mettre d'accord entre nous pour savoir qui va passer en premier. Donc c'est pas si simple que ça, hein. Donc la situation est plus compliquée quand on est tous gérés par une priorité à droite tous en même temps. Donc, est-ce que ça permet de franchir facilement cette intersection? Eh bien non, puisqu'on va être obligé de se mettre d'accord entre nous pour savoir qui va passer. Donc là, c'était réponse B. Question 16. En cas d'incendie, mon véhicule protège efficacement des fumées? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc non, hein, un véhicule ne protège pas du tout des fumées toxiques, d'accord? Il y a toujours des aérations qui passent. Quand vous êtes dans un tunnel et qu'il y a des fumées toxiques, vous devez, si personne ne l'a fait déjà dans un premier temps, alerter par le poste de sécurité la sécurité du tunnel, les personnes qui travaillent dans le tunnel, il y a un système de sécurité pour ça. Et ensuite, allez vous protéger en allant dans une sortie de secours, d'accord? Là, c'est le seul endroit où vous serez protégé des fumées toxiques et de la chaleur. Donc là, c'était réponse B, non. Question 17. Ce panneau m'indique une obligation de rouler à au moins 70 km/h. Réponse A. Une interdiction de rouler à plus de 70 km/h. Réponse B. Une vitesse conseillée de 70 km/h. Réponse C. Donc là, c'est un panneau qui est carré, avec une bordure blanche et un fond bleu. Quand c'est un panneau carré à fond bleu comme ça, c'est un panneau d'indication. Donc c'est tout simplement une indication et pas une obligation comme on peut voir ici. D'accord? Je vous ai mis le panneau d'obligation. Vous voyez, c'est bien différent. Donc le panneau d'obligation, c'est une interdiction de dépasser les 70 km/h. Par contre, là, c'est juste une indication. Donc on nous conseille de rouler à 70 km/h. Par exemple, on va vous retrouver ça dans les ondes vertes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde verte? Vous avez un gros axe avec plein de feux verts, d'accord? Sur cette route-là, vous êtes par exemple limité à 70 km/h. Eh bien, si vous respectez vos 70 km/h, eh bien, si vous avez le premier feu qui est vert, le suivant sera au vert, et encore le suivant au vert. Si vous roulez plus vite que les 70 km/h, eh bien, vous n'aurez plus le feu qui sera vert pour les suivants parce que vous allez arriver trop vite dessus. D'accord? Donc là, c'était réponse C. Question 18. Le temps de réaction est 2 fois plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction, c'est entre le moment où on a détecté un danger, et le moment où on va agir, c'est-à-dire soit un coup de volant, soit je freine, soit j'accélère, soit je fais deux choses en même temps, hein, le volant et le freinage en même temps. Enfin, bref, voilà, c'est entre le moment où on a vu et le moment où on va agir. Alors, ça dépend de quoi? Le temps de réaction, ça va dépendre de l'état du conducteur, c'est-à-dire s'il est en forme, s'il a pris de l'alcool ou de la drogue, tout ça, ça va rallonger le temps de réaction, d'accord? En revanche, la distance parcourue pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer en fonction de votre vitesse, d'accord? Vous n'effectuerez pas la même distance à 50 km/h pendant une seconde que la distance que vous allez effectuer à 100 km/h pendant une seconde. D'accord? Donc je parcours beaucoup plus de distance en une seconde à 100 km/h qu'à 50. Ça, c'est logique. Mais là, on ne vous demande pas la distance que vous parcourez pendant le temps de réaction, on vous demande votre temps de réaction. D'accord? Donc lui, le temps de réaction, il est toujours de 1 seconde en moyenne, que vous soyez à 50 km/h ou à 100 km/h. Donc là, c'était réponse B. Question 19. Le manche à air indique un vent venant de gauche, réponse A. Venant de droite, réponse B. Fort, réponse C. Faible, réponse D. Alors comment ça fonctionne une manche à air? Le vent va arriver dans la partie la plus large ici, va traverser le manche à air et va ressortir ensuite
à la sortie du manche à air. Donc forcément, le vent, il va arriver de ce côté-là, puisque le manche à air, la pointe, elle est par là. Ok? Donc le vent vient de gauche. Est-ce qu'il est fort ou faible? Bah là, il est faible. S'il était fort, il serait carrément à l'horizontale. Ce qui n'est pas le cas, là, il est bien penché, donc il est faible. Donc là, c'était réponse A et D. Question 20. Dans ce tunnel situé en agglomération et de moins de 300 mètres, je peux circuler en feu de position seule, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C, tout feu d'éteint, réponse D. Alors, il y a les tunnels de moins de 300 mètres et les tunnels de plus de 300 mètres. Plus de 300 mètres avec ce panneau-là, qui veut dire que vous devez absolument circuler aussi en feu de croisement, d'accord? Ce qui n'est pas le cas. Là, dans ce tunnel, on est en agglomération, il fait moins de 300 mètres, donc on n'a pas ce panneau-là. Donc ensuite, on va respecter la réglementation de savoir quand est-ce qu'on peut mettre les feux dans quelle situation. Alors, les feux de route, c'est non, parce qu'il y a de l'éclairage. Donc ça, j'enlève les feux de route. Je ne circule pas tout feux éteints, parce que c'est sombre, d'accord? Donc je dois absolument quand même mettre mes feux. Donc après, est-ce que je peux mettre mes feux de position seule ou mes feux de croisement? Eh bien, en agglomération éclairée, j'ai le droit de mettre mes feux de position seule, à condition que ce soit suffisamment éclairé. Et ensuite, je peux aussi mettre mes feux de croisement. D'accord? Donc là, c'était réponse A et B. Question 21. Conducteur depuis 6 mois, ma vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors, avant de répondre à ma vitesse maximale, il faut déjà savoir où je suis. Alors, on voit un panneau bleu, mais on n'est pas sur l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des panneaux d'autres couleurs, et que surtout, là, c'est ça, hein, là, ça connaît par cœur, c'est une cartouche, et quand elle est jaune, et puis là, on voit bien le D, hein, on est sur une route départementale, d'accord? Donc, on n'est pas sur une autoroute. On est limité à 110 km/h, et un jeune conducteur, pour lui, ça sera 100 km/h. Donc je suis, moi, jeune conducteur, puisque c'est précisé dans la question, donc je suis limité au maximum à 100 km/h. Réponse B. Question 22. L'entretien régulier d'un véhicule minimise sa durée de vie. Réponse A. La consommation de carburant. Réponse B. La pollution. Réponse C. Alors, l'entretien régulier, est-ce que ça minimise? Ça veut dire, est-ce que ça réduit sa durée de vie? Non, bien au contraire, ça augmente sa durée de vie, donc c'est pas la A. Est-ce que la consommation de carburant est minimisée aussi? Oui, ça, là, le fait d'avoir un entretien régulier, on réduit la consommation de carburant, d'accord? Donc là, c'est bien réponse B. Et aussi, de par la même occasion, on réduit aussi la pollution, donc réponse C. Donc là, c'était B et C. Question 23. Après chaque passage d'un ralentisseur, mon véhicule a tendance à rebondir. C'est dû à un problème d'amortisseur? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Bah, le rebond du véhicule, ça montre bien un problème dans les suspensions, hein, d'accord? Et surtout les amortisseurs. Alors, la suspension, c'est ce que vous voyez là avec son ressort. Ça absorbe les irrégularités de la route, d'accord? Et l'amortisseur, lui, par contre, il freine le rebond du véhicule. Donc, ça évite qu'il rebondisse dans l'autre sens. Et donc, ça le stabilise. C'est donc bien un problème d'amortisseur, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 24. À l'arrière d'une voiture, le feu de recul est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors sur certaines voitures, bah, ça n'existe pas. Par exemple, moi j'ai une vieille voiture de 1973, elle n'a pas de feu de recul, d'accord? Alors là, parce que c'est facultatif, ça reste toujours facultatif. Bon, même si c'est un équipement qu'on trouve maintenant sur toutes les voitures neuves, parce que c'est même pas mis en option, c'est mis automatiquement. Mais il n'y a pas d'obligation, d'accord? S'il y en a un, par contre, il doit être placé comme ici sur la droite. Alors si un jour vous conduisez un véhicule, un vieux véhicule qui n'a pas de feu de recul, par contre, soyez très 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 vigilants, parce que les autres usagers de la route n'ont pas l'habitude de voir un véhicule reculer sans les feux de recul. Donc ils risquent vraiment d'être surpris de votre manœuvre, d'accord? Donc là, c'était réponse B, c'est pas obligatoire. Question 25. Dans cette situation, je reste à la même allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Alors, les panneaux bleus et les cartouches là, ici, et là, rouges, m'indiquent bien que je suis sur l'autoroute. D'accord? Si je continue sur la voie droite, je prendrai la direction de Turin. Et on voit qu'il y a une limitation de vitesse ici, avec un panonceau, avec une flèche sur la droite. Ça veut dire que les 110 km/h seront pour ceux qui utilisent la voie de droite et qui veulent partir vers la droite. Eh bien, c'est notre cas. D'accord? Moi, actuellement, je circule à 130 km/h et je dois rouler, puisque je vais à Turin vers la droite, je dois rouler à 110 km/h. Donc, je ralentis. Réponse B. Question 26. La principale cause d'usure de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors, quand vous avez une usure que d'un côté, uniquement d'un côté, ça sera un défaut de parallélisme. Ça veut dire que le pneu ne pose pas bien à plat sur la route. Donc le parallélisme est mal réglé. Quand vous avez une usure au centre, ça veut dire que là le pneu il est trop gonflé, donc il fait trop, un peu trop comme un ballon, il n'est pas à plat. Et quand vous avez une usure comme ça des deux côtés, hein, là, c'est le sous-gonflage. Donc votre pneu, il a un peu cette forme-là. Hop, je vous dessine pas une dent, hein, je vous dessine le pneu qui est sous-gonflé. Voilà. Et donc du coup, le centre, lui, il n'est pas usé, vous voyez, il est nickel. Hein, et c'est les côtés là qui sont usés, et même un peu les flancs. Et attention, alors là c'est un risque énorme d'éclatement à terme. Le surgonflage aussi, mais alors le sous-gonflage c'est encore plus important. Et en plus de ça, vous avez une tenue de route qui est vraiment mauvaise. D'accord? Donc la principale cause d'usure de ce pneu là, eh bien c'est le sous-gonflage. Réponse C. Question 27. Je m'engage et je m'écarte. Réponse A. Ou j'attends qu'il ait fini de traverser. Réponse B.
Alors, est-ce que je peux m'engager sur cette route ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende qu'il ait fini de traverser? Alors, évidemment, là, on voit bien qu'on va avoir l'espace suffisant pour pouvoir passer. Par contre, il y a un risque énorme, énorme que là, il glisse et qu'il tombe. En plus, il a un parapluie, il ne nous voit pas du tout arriver. Donc, on risque de le surprendre. Et nous aussi, on n'est pas sûr d'avoir une très bonne maîtrise de notre véhicule. Donc là, on attend vraiment qu'il ait fini de traverser, qu'il soit vraiment à l'écart, hein. J'attends pas qu'il soit ici ou là, hein. J'attends qu'il ait fini de traverser pour moi m'engager en meilleure sécurité. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 28. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout à l'heure, nous avions vu le refus d'obtempérer. Je vous rappelle, le refus d'obtempérer, c'est de refuser d'obéir à un ordre de la gendarmerie ou de la police, par exemple. D'accord? Tandis que là, c'est un délit de fuite. Ça veut dire qu'il y a eu un accident soit corporel, soit matériel, ou les deux. Mais pas uniquement corporel. Ça peut être uniquement matériel pour un délit de fuite. Alors, qu'est-ce que je risque dans ces cas-là? Eh bien, je risque jusqu'à 3 ans de prison. D'accord, et 75 000 € d'amende. Et en cas de délit de fuite aggravé, c'est-à-dire comme un accident mortel par exemple, hein, je peux risquer jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Mais dans les deux cas, c'est un minimum de 3 ans de prison. D'accord? Donc là, c'est réponse A. Question 29. Suite au contrôle technique, une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, c'est suite au contrôle technique. Attention parce que des fois, vous avez des questions où on vous demande est-ce que la vignette est toujours obligatoire du contrôle technique. Et on ne vous précise pas si c'est après un contrôle technique ou pas. Dans ce cas-là, c'est pas toujours obligatoire parce que les premières années, vous savez qu'il n'y a pas de contrôle technique, d'accord? Attention à la subtilité. Bon, là, on nous précise que c'est suite au contrôle technique. Donc, une vignette figure obligatoirement après le contrôle technique, comme celle-ci, sur le pare-brise. On doit la mettre sur le côté droit du pare-brise, d'accord? En bas à droite, de manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur. Et comme ça doit être visible aussi à tout moment en cas de contrôle de force de l'ordre. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 30. Je transporte des enfants uniquement à l'arrière de ma voiture. J'active la sécurité enfant de la portière arrière droite. Réponse A. J'active la sécurité enfant de la portière arrière gauche. Réponse B. Je désactive l'airbag passager. Réponse C. Alors, quand on transporte des enfants, eh bien, il faut bloquer les deux portières, qu'ils soient installés du côté droit ou du côté gauche, qu'il y ait un ou plusieurs enfants, peu importe. Parce qu'un enfant peut très bien se pencher, ouvrir la portière, enlever sa ceinture pendant que vous conduisez, et là, vous pouvez rien faire, et ouvrir la portière. Donc, par sécurité, il faut mettre la sécurité sur les deux portières, les sécurités enfants. Est-ce que je désactive l'airbag passager? Non, 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 il faut le maintenir parce que ça va éviter, là, si la voiture est ballottée dans tous les sens ou qu'il y a un choc latéral, l'enfant va être projeté sur un côté, et donc pour éviter de taper le montant qui est ici, là il va y avoir un airbag qui va se gonfler, et donc l'enfant va arriver sur un coussin d'air et pas sur le montant, d'accord? Donc ça va lui protéger et ça va éviter une fracture du crâne, par exemple. Dans quel cas on doit désactiver l'airbag? C'est quand on met un enfant dos à la route, à l'avant. Donc là, je ne désactive pas l'airbag passager. Donc c'était réponse A et B. Question 31.
Le risque le plus important est dans la zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Alors, ici, le risque le plus important, c'est ce qui est en mouvement là, hein. Là, tout ça, ça reste fixe. Là, la route, on a le temps de voir arriver, hein. On va arriver au céder le passage, on observera de chaque côté, d'accord? Donc là, par contre, le cycliste, il n'a pas de pied au sol, il ne me regarde pas, donc il va s'engager. Il est en mouvement, donc ça va arriver très très vite. Donc le risque le plus important de tous, là, c'est le D. Question 32. L'appui-tête est un organe de sécurité passive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quelle est la différence entre la sécurité active et la sécurité passive? La sécurité active, c'est tout ce qui va nous aider à éviter l'accident, donc qui va agir avant l'accident. La sécurité passive, c'est tout ce qui va essayer de limiter les conséquences de l'accident, donc après l'accident. D'accord? Donc là, l'appui-tête, si on réfléchit bien, c'est après le choc, pour éviter le coup du lapin, d'accord? Ça va nous retenir la tête pour éviter qu'elle parte en arrière. Donc c'est pour limiter les conséquences de l'accident. Donc là, c'est bien une sécurité passive. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 33. En sortant de ma voiture, mon passager avant doit ouvrir sa portière de préférence avec la main droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de sortir de ma voiture, mon passager, il doit toujours contrôler le rétroviseur intérieur et son angle mort, d'accord? De préférence, il faut toujours utiliser la main qui se trouve toujours du côté de levier vitesse. Si moi je suis conducteur, je dois utiliser ma main droite pour ouvrir ma portière. Ça permet de me retourner un petit peu plus facilement. Pourquoi? Parce que quand j'avance ma main droite, je décolle mes épaules, je dois vriller un petit peu mon dos pour pouvoir ouvrir la portière et ça me permet de regarder plus en arrière. C'est pareil pour le passager. Lui, il va utiliser la main du côté du frein à main qui est au centre, hein. Donc ça va être sa main gauche pour ouvrir la portière, ce qui fait qu'il est obligé de se retourner un petit peu, de se pivoter pour ouvrir la portière et ça lui donnera plus de facilité pour observer ce qui se passe sur le côté du véhicule. Donc là, c'était non, il doit utiliser la main gauche. Donc réponse B. Question 34. Sur certains autoradios, la touche TA permet d'obtenir automatiquement des informations routières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors sur certains autoradios, il est effectivement possible d'obtenir automatiquement des informations routières. Par exemple, ça peut être une information concernant un accident. Que vous écoutiez la radio ou un CD, ça va se déclencher. Il suffit d'activer, d'appuyer sur ce bouton-là, d'activer cette touche-là, et puis dès qu'il y aura une information, par exemple sur l'autoroute FM, ça va se déclencher automatiquement, ça va basculer automatiquement sur une fréquence de station qui diffuse l'information. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 35. Un bébé de 5 kg peut voyager dos à la route? Oui, réponse A. Non, réponse B. Face à la route? Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Donc un bébé de 5 kilos, hein, donc environ 2 mois, doit voyager toujours dos à la route. Et c'est ce qui le protégera en cas d'accident, hein, parce que si vous avez un freinage fort, sa colonne vertébrale, parce que sa tête est très très lourde, va être propulsée vers l'avant, d'accord, et lui, ça va lui abîmer carrément la colonne vertébrale, donc c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on le met dos à la route. Donc dos à la route, oui, réponse A. Face à la route, surtout pas, hein, pour éviter les lésions irréversibles. Donc là, c'est réponse A et D. Question 36. Le transport le plus rapide dans les agglomérations aux heures de pointe est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B. Et bien pour vous donner une idée, dans les bouchons, en voiture, il nous faut à peu près 27 minutes pour parcourir 3 km, d'accord? 18 minutes en transport en commun, ça met 12 minutes en vélo. Donc réponse A. Question 37. Je reste où je suis. Réponse A. Ou je m'écarte. Réponse B. Que ce soit sur une diapo ou en voiture quand vous conduirez, il faut toujours balayer votre regard de la droite vers la gauche. D'accord? Pourquoi la droite? Parce que c'est quand même le danger le plus imminent. Qu'est-ce qu'on observe sur la droite? On voit des piétons sur le trottoir, mais là il y a une personne qui manifestement a l'intention de traverser. Elle ne regarde pas vers moi, et puis même si elle regardait vers moi, elle est quand même en mouvement. On voit bien que apparemment elle a l'air d'avoir de l'allure parce que les jambes sont bien écartées. Elle est à l'avance d'un pas décidé, donc c'est très dangereux. Du coup, est-ce que je reste où je suis? C'est-à-dire, est-ce que je reste dans mon axe ou par sécurité, est-ce que je vais m'écarter? Je vais surtout m'écarter, je vais pas attendre de voir si elle m'a vu, hein, parce que ça sera trop tard. Après, il faut prendre en compte la distance de freinage, et donc je vais tout de suite arriver dessus. Donc je m'écarte. Réponse B. Question 38. Circulant à 100 km/h, mon angle de vision est de 30 degrés, réponse A, 45 degrés, réponse B, 75 degrés, réponse C, 100 degrés, réponse D. Donc lorsque je circule à 100 km/h, mon angle de vision, lui, est de 45 degrés. D'accord? Et quand je suis à 130 km/h, donc encore plus vite, là ça va diminuer carrément à 30 degrés. Ça c'est des chiffres à apprendre, hein. Vous devez apprendre vos angles de vision quand vous êtes à chaque limitation de vitesse, c'est-à-dire à 50 km/h, à 80 km/h, à 90 km/h, à 100 km/h, à 110 et à 130. D'accord? Apprenez-les par cœur, parce que je sais qu'on m'a posé la question des fois, dans les petites questions, dans les commentaires en dessous des vidéos YouTube. Là, il faut les apprendre à chaque limitation de vitesse, comme ça vous serez tranquille. D'accord? Donc là, à 100 km/h, mon angle de vision est à 45 degrés. Réponse B. Question 39. Conducteur depuis 6 mois, je suis en infraction si mon taux d'alcoolémie est de 0,1 g d'alcool par litre de sang, réponse A, 0,2 g d'alcool par litre de sang, réponse B,
0,3 g d'alcool par litre de sang. Réponse C. Alors, je suis conducteur depuis 6 mois, ce qui veut dire que je suis en permis probatoire. Alors dans ce cas-là, je suis en infraction si mon taux d'alcoolémie est supérieur ou égal, hein, d'accord, à 0,2 g d'alcool par litre de sang. Ne pas confondre avec l'air expiré, d'accord? Dans ce cas-là, 0,2 g d'alcool par litre de sang, ça correspond à 0,1 mg d'alcool par litre d'air expiré, d'accord? Donc c'était réponse B. Question 40. Je dois brancher un défibrillateur automatisé externe sur une prise de courant pour pouvoir l'utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on appelle ça aussi un DAE, hein, un défibrillateur, D, A automatisé et E externe, d'accord? Alors c'est un appareil portable et ça fonctionne pas avec une prise de courant, mais au moyen d'une batterie, d'accord? À quoi ça sert, hein? Ça permet d'analyser l'activité du cœur d'une personne, savoir si elle est en arrêt cardiaque. Et puis cette analyse, elle est entièrement automatique, hein, c'est pas vous qui la faites, hein, ce qui évite, si vous êtes utilisateur de cet appareil-là, toute prise de décision, d'accord? Seuls des chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que vous placez les électrodes sur la peau du patient, tout vous est précisé, hein, sur l'endroit, vous voyez, hein, il y aura une petite explication, là où vous devez les placer, et puis ensuite, l'appareil est complètement autonome, d'accord? Voilà, donc là, ça ne nécessite pas d'être branché sur une prise de courant, donc réponse B.